monter sur scène. Et donc, pour un petit discours, tout de suite à froid. Comme je sais que vous êtes très engagé en matière ISR, que vous connaissez très bien le sujet. Dans cette CTF, le discours à froid, mais en même temps, avec un sujet chaud depuis une semaine, et si vous êtes là, c'est que vous êtes d'une manière ou d'une autre des passionnés comme moi, et comme la présidente de FIGEO, qui nous accueille avec le président du hier, qui était la semaine dernière au ministère pour le lancement avec moi. Et tous, c'est aujourd'hui le point d'orgue de la conclusion d'une semaine qui a été riche, je le disais à Nicole Notin. Je trouve que cette année, il y a une bonne visibilité qui montre que la prise de conscience, le désir d'ISR est en train de monter en puissance, même si on n'est pas encore au niveau qu'on le souhaiterait. Je vous englobe dans le souhait, parce que je suis sûre que si vous êtes là, c'est que vous êtes, comme moi, militant de l'investissement socialement responsable. Je crois qu'il y a toujours un paradoxe dans les périodes de crise sur les questions environnementales, sociales, éthiques. Il y a ceux qui disent que c'est pas le moment, parce qu'on a quand même des choses plus sérieuses. Et il y a ceux qui disent qu'au contraire, c'est le moment, parce qu'il n'y a rien de plus sérieux, et parce que peut-être qu'on peut trouver là les sources d'un renouveau. Ce paradoxe, il a traversé toute ma semaine. Je crois que c'était mercredi matin, il y avait à l'OCDE la rencontre pour les 2 ans du bilan, d'étape, du rapport Amartya Sen Stiglitz sur les indicateurs alternatifs au PIB. Et on était dans le même problème, la même alternative entre ceux qui disaient dans le tableau de bord de tous les indicateurs, il n'y a plus qu'une colonne qui vaut, puisqu'on est en période de crise, c'est PIB, arrêtez de nous parler du reste, et ceux qui disaient, au contraire, c'est dans le reste qu'on va trouver les occasions, les motifs à rebond, et d'ailleurs, il serait temps d'avoir enfin des indicateurs intégrés qui associent les problématiques ordinaires, habituelles, et les nouvelles auxquelles vous êtes attachés si vous êtes présents ici. On a besoin, dans ces périodes de crise, de donner du sens à ce qu'on fait notamment en matière de finances, et on a besoin aussi de nouveaux modèles pour remettre le pays sur le sentier de la prospérité, et je crois qu'on trouve les deux dans l'ISR. Bon, l'ISR remet la finance au service de l'homme et de son développement. Bon, on l'a bien vu, la crise a été l'occasion de dénoncer, elle est l'occasion de dénoncer une déconnexion entre les enjeux financiers et ceux qui finalement intéressent le quotidien des uns et des autres, devraient nous intéresser tous collectivement, l'économie réelle, la production, l'industrie, l'entreprise. Cette crise est l'occasion de voir se développer une critique, par exemple, à l'égard des banques pour dire qu'elles ne financent plus les PME, elles ne font plus leur boulot. Bon, l'ISR, c'est une façon non seulement d'en parler, mais de se donner des outils pour revenir vers l'économie réelle, pour réaffirmer la primauté du projet d'entreprise et de son excellence en termes éthiques dans les choix d'investissement. Je crois que c'est ça l'objet de l'ISR. Et puis, il contribue aussi à la création de nouveaux modèles dont on a besoin, parce qu'on ne peut pas être seulement dans la critique de l'existant, avec un changement de paradigme pour la finance, une inversion peut-être d'horizon, un système qui est de plus en plus court-termiste, qui donne l'impression de raccourcir, de rapprocher de nous nos horizons, et un désir et puis des réalités qui traversent l'économie, qui est que les investissements, ça s'inscrit dans le long terme, le parcours d'un salarié, il s'inscrit lui aussi dans le long terme, et les questions de court terme ne suffisent pas à épuiser le sujet. Alors, je voudrais vous proposer de nous donner comme objectif, à l'issue de cette semaine, de réussir la popularisation de l'ISR. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le sondage qu'on a présenté pour le lancement,
c'est à la fois que on doublait en prise de connaissances, sur ce qu'était l'ISR, on passait de 4% à 8% des Français. Et un doublement, c'est formidable, et un doublement pour arriver à 8%, c'est franchement insuffisant, vous en conviendrez. Et en même temps, il y avait un autre item dans le sondage qui disait qu'il y avait, je crois de mémoire, 64% des Français qui en fait avaient envie d'ISR sans le savoir. Qui disaient qu'ils voulaient mettre du sens dans leur investissement, du sens dans leur épargne. Et c'est le croisement entre ces deux chiffres, ce mouvement de montée en puissance qui est encore très insuffisant, mais surtout qui est encore très loin du désir qu'ont véritablement les uns et les autres de mettre du sens dans leur épargne, qui me motive à vous proposer de nous donner maintenant comme objectif la popularisation de l'ISF. Alors on a besoin pour ça de tous, et notamment des réseaux bancaires. Il y en a un certain nombre qui sont très engagés. On avait le directeur de la Banque Postale au lancement, je ne le vois pas, mais il y en a d'autres. On a besoin que les réseaux bancaires fassent des offres, et fassent des offres un petit peu actives. J'encourage tous ceux qui seraient ici en relais à développer des stratégies à cet égard, et on va essayer de les y aider avec la généralisation de l'information par toutes les sociétés de gestion de la place de Paris, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, de la façon dont elles prennent en compte les critères environnementaux, sociétaux et gouvernance dans leur choix d'investissement. C'est un décret issu du Grenelle de l'environnement, il va être enfin publié dans les prochaines semaines. Oui, tout arrive. Non, non, vous savez très bien ce que c'est. Avec de l'énergie, on arrive à tout. C'est pas moi qui vous l'apprendrai, mais il faut en mettre pas mal parfois. En tout cas, il arrive. Il est là, c'est promis. Il est là dans les prochaines semaines, et il est notre petite participation à un processus qui, de toute façon, doit engager tous les acteurs. Je crois aussi que l'ISR, c'est beaucoup plus qu'un problème strictement financier, et ce décret n'atteindra que les sociétés qui sont engagées dans la finance, et je crois que c'est un moyen de faire effet de levier sur les entreprises. Alors, on peut penser, si on est dans la stricte orthodoxie du système capitaliste, que les actionnaire exercent déjà, par leur choix, une forme d'effet de levier, et participent finalement, du seul fait qu'ils sont actionnaires, à orienter d'une certaine manière les choix des entreprises. En fait, vous le savez très bien, c'est pas vrai. Du fait de l'intermédiation et du fait du poids très souvent négligeable de l'actionnaire, il a très souvent absolument aucune influence sur les choix en matière d'engagement environnementaux, sociétaux ou éthiques des entreprises dans lesquelles il investit. Avec l'ISR, on lui donne un outil pour matérialiser ce désir, ces 64% de Français qui ont envie de mettre du sens et qui en fait ne peuvent pas le faire avec les seuls outils traditionnels qui sont ceux de l'actionnaire. Un des meilleurs moyens, je vous disais, il faut qu'on popularise, un des meilleurs moyens de populariser, c'est de montrer que ça marche, et de le montrer par des exemples. C'est l'objet des prix d'aujourd'hui. Alors on m'a bien expliqué que je ne devais pas donner les noms avant qu'on les remette, mais je voudrais quand même les féliciter, et féliciter tous ceux qui se sont engagés dans la course, qui montraient ainsi, d'une manière ou d'une autre, leur implication. Je trouve très intéressant que dans les choix qui sont faits pour les prix, on ait choisi de saisir, de souligner particulièrement la gouvernance. Parce que je pense que tout le sujet est là, je le disais, puisque le désir est présent, comme le montrait le sondage. Ce qu'il faut, c'est réussir à transformer les organes de décision, la gouvernance d'entreprise, pour qu'ils puissent s'incarner dans des projets très concrets. Donc, choisir de mettre en valeur particulièrement la gouvernance, c'est être cohérent avec ces signaux-là. C'est d'ailleurs le choix qui avait été fait lors du Grenelle de l'environnement, parce que le Grenelle de l'environnement sont des décisions, des mesures, des financements, mais avant tout un nouveau mode de gouvernance, une gouvernance à 5. Nicole Notat, que je remercie encore pour son implication dans le processus, pourrait témoigner de la part importante dans la réussite du Grenelle, qui a été tout simplement le travail sur la gouvernance. Et puis, pour conclure, je voudrais souligner le travail remarquable qui ont été faits d'un côté par le FPR, de l'autre côté
par Vigéo, sans lesquels ces projets et ces envies resteraient encore aujourd'hui assez largement des désirs désincarnés. Grâce à eux, ils trouvent des illustrations dans vous, les lauréats, et ils offrent des outils, on a des outils pour permettre à toutes les entreprises de s'y engager à la suite de ceux que nous allons maintenant féliciter. Merci à tous. Permettez-moi, en mon nom personnel et en votre nom à tous, de remercier Madame la Ministre pour les propos qu'elle vient de tenir. Et comme je le dis, de son implication personnelle très forte, mais également de la compétence incroyable qui est la sienne sur ce sujet. Elle connaît les mots, elle connaît les enjeux, elle connaît nos difficultés, nos polémiques internes, et je suis absolument étonné et enthousiaste, encore une fois, de la capacité de la ministre à accaparer ce sujet, qui est effectivement un sujet extrêmement important pour nous, mais extrêmement important en termes d'enjeux et d'impact pour l'avenir des choses et du monde. Alors, nous sommes dans la semaine de l'ISR. C'est effectivement une initiative que le FIR a prise. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a à peu près fini notre travail sur le monde institutionnel qui maintenant, franchement, depuis 15 ans, commence à savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'ISR. Mais nous avons soudain pris conscience au FIR que le grand public, en fait, était assez peu imprégné d'ISR et de connaissances et de compétences sur ce sujet. Et tout l'objet de la semaine de l'ISR, c'est de s'adresser à vous, à tous les investisseurs épargnants individuels, pour leur dire ce qu'est l'ISR, mesurer au passage, comme l'a souligné la ministre, qu'il y a effectivement des attentes incroyablement fortes, plus de 60% des investisseurs sont en attente qu'on leur parle finalement d'ISR. Et puis donc, au passage, eh bien, encourager, comme vient de le faire à nouveau Madame la ministre, les professionnels que nous sommes à en parler plus et mieux à l'ensemble des épargnants individuels que nous sommes et que vous êtes aujourd'hui ici dans cette salle. Alors, avec Vigéo et Nicole Notat, dans le cadre de la semaine de l'ISR, nous avons pris l'initiative d'un prix FIR Vigéo, qui est en fait une espèce de pédagogie de l'ISR. Nous avons choisi cette année de récompenser, donc vous allez le voir, plusieurs entreprises sur des critères de gouvernance. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'ISR, c'est sélectionner les entreprises sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, le E, le S et le G. Cette année, nous avons choisi le G, je crois qu'effectivement nous avons bien fait, c'est un sujet extrêmement intéressant, très riche, très discriminant dans les choix qui sont les nôtres en termes de construction de portefeuille. Peut-être qu'un jour, on en décidera ça pour les prochaines éditions, on changera de thème, peut-être qu'on passera à l'environnement, au social et au sociétal. En tout cas, voilà, cette année, on explique comment on arrive à sélectionner les entreprises sur des critères qui sont des critères de gouvernance, et en fait, vous le verrez, Nicole Notat va vous le décrire, sur des critères de prise en compte des critères du développement durable dans la gouvernance de l'entreprise. Je laisse Nicole Notat vous en parler plus en détail. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme cela vient d'être dit, il s'agit de remettre des prix sur la gouvernance responsable. Peut-être deux mots pour vous dire que nous avons aussi fait le choix de remettre des prix sur trois catégories d'indices particuliers, qui est le CAC 40 d'abord, le SBF 120, puis le STOXX 50. Donc c'est sur chacun, les trois prix vont être représentatifs de ces critères retenus. C'est un prix qui a un caractère honorifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor et qu'en particulier les lauréats n'ont pas été sollicités pour pouvoir financer cet événement par exemple. Et il est aussi le résultat d'un jury qui s'est constitué sous la présidence de Daniel Lebègue, qui s'excuse de la même manière que Patricia Criffaut et Anne Lauvergeon, qui faisaient aussi partie du jury, mais dont nous avons ici, ils se présenteront tout à l'heure, deux représentants qui ont donc finalement décidé de la méthode que nous retiendrions pour pouvoir sélectionner les lauréats d'aujourd'hui. Donc Bertrand Fournier vous l'a dit, nous avons choisi ce thème de la gouvernance et donc il est bien que je vous éclaire quand même sur qu'est-ce que l'on va récompenser à travers ce prix de la gouvernance. À Vigéo, la gouvernance consiste, l'analyse de la gouvernance et les scores que nous attribuons aux bonnes gouvernances des entreprises que nous avons sous notre revue, par, je dirais, de quatre grands domaines d'analyse. Le premier, c'est que bien sûr, nous regardons la capacité des conseils d'administration, des conseils de surveillance
à orienter, à contrôler les dirigeants sur les stratégies qu'ils développent et les actions qu'ils déploient. Nous regardons bien évidemment si dans ces conseils la question de la fiabilité des informations financières, de la maîtrise des risques, bien sûr associés au vu des caractéristiques de l'activité des entreprises concernées, sont bien prises en compte par le Conseil. Nous sommes aussi attentifs aux conditions dans lesquelles ces entreprises et leurs conseils assurent le respect des actionnaires, et en particulier des actionnaires minoritaires. Et enfin, nous observons les conditions de transparence des critères de rémunération sur lesquels, vous savez, il existe là des standards très précis. Donc ça, je dirais, c'est l'analyse de la bonne gouvernance traditionnelle. Mais comme nous sommes une agence qui assure l'évaluation de la responsabilité sociale environnementale extra-financière, nous avons ajouté à ces critères assez classiques, assez traditionnels, des critères qui précisément prennent également en compte ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Et en particulier, nous regardons si le Conseil est informé, s'il est saisi des politiques, des actions, voire des résultats, en tout cas des indicateurs de mesure que l'entreprise est capable de présenter sur cette responsabilité sociale et environnementale. Nous observons aussi si, dans le cadre de l'analyse des risques, dans le cadre du contrôle interne de l'entreprise, eh bien, ces nouveaux risques, qui sont aussi désormais très probants, des risques de réputation, des risques légaux, au titre d'une mauvaise observation de ces critères de responsabilité sociale, est-ce que là aussi le Conseil est suffisamment attentif que tout cela soit parfaitement bien maîtrisé, supervisé par le comité d'audit? Et originalité, nous regardons dans le cadre de la rémunération des dirigeants s'il existe des critères, des indicateurs qui tiennent compte précisément de résultats, de progrès, de performances liées aux questions sociales, environnementales ou sociétales. Et donc, ces facteurs tout à fait spécifiques, particuliers, qui finalement témoignent du degré d'intégration dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, quand on en est là, c'est effectivement qu'on a déjà franchi quelques étapes quant au sérieux et à la tangibilité de l'engagement et de la responsabilité de l'entreprise. Eh bien, c'est précisément sur ces seuls facteurs que le jury a décidé de remettre les prix aujourd'hui. Parallèlement, bien sûr, le jury a veillé à ce que, sur le plan de la gouvernance en général, l'entreprise ait aussi une gouvernance correcte du point de vue des premiers critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais donc, ce qui va se passer maintenant, c'est sur les critères de responsabilité sociale et environnementale intégrés à la gouvernance qui fait l'originalité de ce livre. Merci Nicole Lepin. Nous allons passer à la remise des prix. Je vais inviter Hubert Guier du CIES venir remettre le premier prix. Donc c'est pour, il me semble que c'est celui-là, c'est la catégorie Eurostoxx 50. Vous annoncez ou vous n'avez pas le nom? Je crois qu'il y a eu un changement de nom, donc je ne voudrais pas annoncer la. Ah, déjà l'entreprise. Alors, l'entreprise, ça, il n'y a pas eu de changement, c'est donc l'entreprise Unilever, et représentée par monsieur. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour vous remercier d'avoir Madame la Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents et Mesdames et Messieurs. C'est rare d'ailleurs dans une grande entreprise de commencer par Madame la Présidente. Ça peut faire partie aussi de critères en matière de diversité. Mais comme vous le savez, chez Unilever, je crois que dans notre top management, nous avons aujourd'hui pratiquement 30% de femmes. Et c'est un chiffre qui devrait continuer à progresser. Donc, je suis très heureux de recevoir ce prix au nom de Paul Polman, notre CEO, qui vous envoie ses chaleureux remerciements.
Pour vous dire que la gouvernance chez Unilever, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et quand je regarde un certain nombre de scores qui nous ont été attribués par Vigeo, le premier notamment, c'est sur le Board of Directors, qui a un score de l'ordre de 98 sur 100. Donc ça veut dire que les items de gouvernance sont très fortement mis en avant. Sur la rémunération des dirigeants, c'est aussi le cas, on a des scores absolument très élevés. Sur le contrôle, les comités d'audit aussi, puisque la gouvernance implique beaucoup de transparence, mais aussi du contrôle. Nos scores sont tout à fait remarquables. Donc je tenais à le noter. Un petit autre point aussi, et je profite que Madame la Ministre soit là parmi nous, notre second item était sur l'environnement, où Unilever obtient un score de 83. Et c'est aussi quelque chose de très important, car comme vous le savez, nous sommes une société qui s'adresse à des consommateurs, hein, c'est du B2C. On vend aujourd'hui un produit Unilever à 2 milliards d'individus chaque jour dans le monde. Ce chiffre passera à 4 milliards dans les années 2020, produits alimentaires, produits non alimentaires. Et je lisais ce matin un rapport de la FAO qui disait que pour pouvoir nourrir le monde en 2050, nous aurons besoin de 70% de production agricole en plus. Évidemment, nous n'allons pas utiliser plus de 70% des sols que nous utilisons déjà. Donc les challenges qui sont devant nous en matière environnementale sont extrêmement importants et évidemment Unilever veut rester leading edge dans ce domaine. Voilà, je serai très bref. Et peut-être un dernier commentaire sur la spécificité de notre société. Aujourd'hui, environ 54% de notre chiffre d'affaires est fait déjà dans ce que nous appelons les DNI, Developing and Emerging Markets. Et ce qui est très intéressant, je pense, dans notre gouvernance, c'est la diversité des nationalités que nous avons dans notre board. Nous avons 8 nationalités différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un atout considérable pour apprécier les questions de gouvernance qui peuvent, dans certains pays, répondre à des normes un peu différentes. Et je pense que cette diversité au top d'Unilever nous permet de les appréhender au mieux. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je sais qu'il y a 2 autres lauréats et que nous devons tenir un timing très serré. Encore un grand merci à Vigeo pour ce prix. Alors pour le deuxième prix, j'invite Jean-Cyril Spinetta pour la catégorie SBF 120 hors CAC 40. Donc c'est celui-là. C'est celui-là. Avant d'appeler le lauréat, celui qui la représente, je voudrais dire très rapidement un petit mot. J'ai été pendant peu de temps administrateur d'Unilever, qui va recevoir le prix pour le stock 50, et c'était il y a quelques années. J'avais été frappé de la très grande différence de gouvernance à l'époque entre les entreprises, on va dire plutôt anglo-saxonnes et les entreprises françaises. Et je voudrais seulement dire, je ne serai pas plus long, que dans les entreprises françaises, ça n'est peut-être pas suffisamment perçu. Il y a eu entre le moment où j'ai pris mes fonctions en 1997 et aujourd'hui des évolutions en termes de gouvernance, des évolutions positives tout à fait majeures et dans le sens du progrès. Et à ce titre, je suis très heureux de remettre le prix FIR Vigeo 2011, le premier prix FIR Vigeo, à l'entreprise Rodia et à son président directeur général, Jean-Pierre Camadieu. Merci, effectivement, moi aussi je voudrais remercier Vigeo et le FIR pour cette distinction, qui, je le fais au nom de tous nos salariés. Je crois que ça nous fait effectivement très plaisir de voir nos efforts reconnus. Je dirais que chez Rodia, le choix probablement un petit peu discriminant qu'on a fait il y a quelques années, alors que le groupe, dans une situation qui était un petit peu compliquée, devait se refonder, c'est de faire du développement durable un élément essentiel de notre culture d'entreprise. Et effectivement, basé sur une histoire qui était longue et prestigieuse, je fais bien sûr référence à notre ancêtre Ron Poulin, qui dans ce domaine avait déjà engagé un certain nombre de démarches, et nous avons décidé qu'effectivement, il fallait que nous fassions du développement durable, non pas une petite couche de peinture verte placée sur nos rapports d'activité, mais en faire vraiment quelque chose qui s'intègre dans la vie et dans le quotidien de l'entreprise. Et je veux dire que nous avons, me semble-t-il, assez largement réussi. En tout cas, si je me réfère à ce qui est pour moi peut-être le plus important, en tout cas très important, c'est l'adhésion de nos propres salariés à cette démarche. Quand on demande à nos salariés dans les petits sondages d'opinion qu'on fait régulièrement, est-ce que vous pensez que l'engagement développement durable de Rodia est simplement du window dressing petit a, où la réalité d'un engagement pris par la direction du groupe est portée par l'ensemble de ses salariés? La dernière réponse était à 75% sur le second point. C'est devenu aujourd'hui dans le groupe une réalité au quotidien avec 2 volets. Un volet qui touche à nos modes de fonctionnement,
Nous sommes des chimistes, nous faisons des métiers qui sont des métiers potentiellement dangereux, nous traitons des produits qui sont des produits à traiter avec précaution. Nous devons le faire d'une manière exemplaire. Et c'est ce que nous cherchons à faire au quotidien dans le groupe. Et bien sûr, dans un groupe qui est important, qui est complexe, qui a beaucoup d'usines dans le monde, il se passe tous les jours quelque chose qui n'est pas complètement en ligne avec cet engagement. Mais ce que nous disons, c'est que quand ça se passe, on ne le cache pas sous le tapis. On donne un coup de projecteur et on en fait une opportunité de progresser. Et puis le deuxième volet, c'est le business, tout simplement. Nous avons des clients, Unilever en est un, qui ont des exigences de plus en plus grandes dans ce domaine. Et nous avons le sentiment que face à cette demande de produits ou de solutions qui répondent à ce besoin d'un développement plus durable, nous avons d'extraordinaires opportunités de business. Et c'est effectivement pour nous un élément qui est indispensable du premier. Et du coup, il n'y a absolument pas, comme on me pose quelquefois la question, et dans les propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, on pouvait apercevoir cette interrogation, est-ce qu'il peut y avoir des alignements à tel ou tel moment entre la volonté de performance économique et l'engagement de développement durable? Absolument pas. Je suis vraiment convaincu que les sociétés qui seront les gagnantes de demain, ou celles qui sont les gagnantes d'aujourd'hui, sont celles qui sont capables d'intégrer ces divers éléments. Et puis deux petites remarques pour terminer sans être trop long. Alors, il y a une petite particularité pour Rhodia, c'est que nous ne sommes plus au SBF 120. Le groupe n'est plus coté depuis une quinzaine de jours, tout simplement parce que nous avons réussi notre opération avec Solvay. Donc aujourd'hui, nous sommes intégrés à Solvay. Nous sommes cotés, Solvay est coté à Bruxelles. Nous allons très prochainement demander notre admission à la cote à Paris. J'espère d'ailleurs que ça nous permettra de concourir dans une autre catégorie, puisque le groupe, par sa taille, devrait pouvoir entrer dans un indice prestigieux sur la Bourse de Paris. Et un de mes challenges, puisqu'il a été annoncé que je prendrai la direction de ce nouveau groupe, c'est de faire en sorte que ces engagements, nous les portions à l'échelle du nouveau groupe. Quand je compare notre ambition et celle de Solvay, elles sont très proches. Il y a une manière de les appréhender qui est un petit peu différente. Il faut que nous arrivions effectivement ensemble à continuer dans ce domaine, à être un chimiste qui se différencie par cette capacité à intégrer cette préoccupation pour un développement plus durable dans notre vie quotidienne et dans nos développements. Et puis un dernier point, si vous le permettez, pour faire écho à ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure, j'ai une autre responsabilité qui est d'être président de la commission développement durable du MEDEF. J'ai entendu quelques débats en début de semaine sur la responsabilité sociale des entreprises, un fameux texte, un décret sur lequel les uns ou les autres travaillent, et j'ai entendu quelques propos un tout petit peu, qui ont un peu teinté désagréablement à mes oreilles. On parlait d'un patronat ringard qui s'opposerait au progrès. Et je voudrais simplement, c'était pas dans la bouche de Madame le ministre que ces propos ont été tenus, mais par un député de la majorité d'ailleurs. Je crois que nous sommes, nous entreprises, engagés et complètement dans ces démarches. Je crois que ce que j'ai dit concernant Rhodia, nous pourrions collectivement, nous le disons au MEDEF. Ceci dit, nous avons quelquefois des débats techniques sur un certain nombre d'éléments qui touchent à l'évolution des réglementations, mais nous sommes engagés, et nous sommes engagés avec une communauté d'objectifs, et je crois des moyens qui aujourd'hui sont des manières d'arriver à ces objectifs qui sont aujourd'hui très proches, et je suis content effectivement que ce texte sorte enfin. Je ne crois pas qu'il y ait un patronat ringard et quelques entreprises éclairées, je crois qu'il y a des entreprises qui sont en marche, qui comprennent bien que le monde a changé autour de nous, qui comprennent bien que les exigences de nos parties prenantes, que ce soit les investisseurs, mais que ce soit également nos salariés, nos clients, nos fournisseurs, ces exigences changent et nous cherchons de manière volontaire à y faire face et à progresser. Et nous sommes tout à fait heureux de participer à des démarches, et en particulier celle qui a impulsé Nathalie Kosciusko-Morizet depuis quelques années au travers du Grenelle de l'environnement. Voilà, merci à nouveau pour ce prix. Alors, pour le troisième prix, j'invite Aldo Cardozo pour remettre dans la catégorie CAC 40 à Vivendi, représenté par son président. La société de service s'appelle Sopra, et je voudrais vraiment vous expliquer pourquoi et comment Vivendi a fait pour obtenir ce prix. Merci. Merci. Je voudrais dire en effet que, s'agissant d'une société de service, c'est peut-être un petit peu inattendu que le prix soit attribué à Vivendi. En même temps, il s'agit d'un prix sur la gouvernance, comme chacun l'a compris, et je crois qu'il n'y a pas de raison de limiter l'action en matière
d'investissement socialement responsable à des entreprises manufacturières. Et nous ne sommes en effet pas une entreprise manufacturière. Je voudrais remercier Madame la Ministre, Madame Nicole Notat, présidente de Vigéo, et toutes les personnes qui ont bien voulu être présentes ici aujourd'hui pour cette très belle manifestation. Je suis très heureux que cette distinction soit remise à Vivendi, qui n'a pas toujours été synonyme, me semble-t-il, du meilleur prix de la gouvernance. Je voudrais m'attarder quelques minutes et reprendre un petit peu ce que disait Jean-Pierre. Il est vraiment très important pour nous d'impliquer tous les acteurs de l'entreprise, les acteurs dans l'entreprise et un grand nombre de nos partenaires, pour réussir le défi de la croissance responsable. Nous sommes un groupe de services, nous nous appuyons sur des évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides et qui, je crois que tout le monde le voit bien, transforment extrêmement rapidement la vie quotidienne de pratiquement toute la population. Jean-Cyril Spinetta, je pense que les technologies de l'information et de la communication auront révolutionné Air France. Vous parliez de 1997, où je ne crois pas que Air France pouvait, par exemple, prévenir ses clients par les téléphones portables des différents incidents qui pouvaient se produire. Voilà un exemple très concret de la rapidité de cette évolution. Et donc pour nous, le défi de l'investissement responsable et de la croissance socialement responsable passe clairement par la reconnaissance aussi des vertus du progrès technologique et du progrès scientifique. Nous avons des ingénieurs créatifs, des artistes et des producteurs de talents, et c'est eux qui nous permettent d'offrir le meilleur du monde numérique à des dizaines de millions d'abonnés chaque jour dans le monde entier. Pour le faire de manière compétitive, pour innover, pour créer des emplois, pour attirer nos clients et les fidéliser, nous considérons que nous devons accepter, assumer le progrès scientifique, tout en mesurant et en contrôlant, bien sûr, les effets, plutôt que de le craindre ou de le rejeter au nom d'un principe de précaution qui est ô combien contestable. Et qu'en voyageant, en voyant la France et sa place dans le monde, je crois que chacun voit les risques et peut-être les conséquences matérielles en matière de croissance, de pouvoir d'achat, de chômage, d'une tentation de l'entreprise, mais peut-être aussi d'un pays, de se replier sur soi ou de rejeter le progrès scientifique, le progrès technique. Et je crois que c'est le moment de dire que la croissance responsable, elle passe par une entreprise qui va clairement accepter les contraintes de la production, en étant conscient de sa responsabilité, de son empreinte sur la société, mais qui va résolument aller de l'avant. Donc notre politique de développement durable, elle se veut positive, constructive, concrète, et elle n'est ni défensive ni limitative. Nous avons défini depuis 2003, et donc sur ces 8 dernières années, 3 grands enjeux. La protection et l'accompagnement de la jeunesse dans les usages des médias et des technologies, la promotion de la diversité culturelle dans la production de nos contenus, et le partage des connaissances, et notamment la lutte contre la fracture numérique. Voilà nos 3 grands enjeux. Ils accompagnent dans tout notre groupe, dans les 70 pays où nous sommes présents, nos défis industriels. Nous devons être partie prenante aux évolutions et aux nouveaux usages de la communication, et nous devons en même temps intégrer ces préoccupations dans l'esprit de tous nos salariés. C'est pour cela que nous avons fait des efforts particuliers en matière de gouvernance. Premièrement, je crois que nous sommes peut-être récompensés en particulier à ce titre, je crois que nous sommes la première grande entreprise française à avoir intégré des enjeux spécifiques au développement durable dans la rémunération variable de tous les dirigeants du groupe. Et deuxièmement, nous avons en même temps, dans l'ensemble de la gouvernance de Vivendi, mis la politique de développement durable à l'ordre du jour de toutes nos grandes réunions de management. Elle est donc régulièrement à l'ordre du jour du directoire et du conseil de surveillance de Vivendi, à l'ordre du jour du comité des risques et du comité des rémunérations, et elle fait l'objet depuis 2006
d'actions spécifiques vis-à-vis du monde des investisseurs spécialisés dans les investissements socialement responsables, ce que l'on appelle des roadshows spécifiques que nous organisons, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada de façon très régulière. Et donc cette politique crée les conditions de la mobilisation des salariés du groupe, et elle fait l'objet d'échanges réguliers avec nos partenaires sociaux et avec des responsables de la société civile tels que des ONG, des universitaires et différentes institutions à l'échelon français, européen ou international. Moi-même, je m'implique assez régulièrement dans des rencontres avec ces acteurs pour les écouter, dialoguer avec eux et partager nos expériences respectives pour avancer ensemble. Donc voilà comment nous concevons cette gouvernance dans une entreprise qui, malgré quelquefois des obstacles ou des incertitudes, se veut résolument positive dans cette aventure du numérique, la volonté d'un dialogue et la volonté d'une mise en responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc encore une fois, merci pour ce prix. Je crois que tous nos collaborateurs s'en réjouissent et permettez-moi de vous faire part de la fierté que j'ai ce soir à le recevoir en leur nom. Merci encore.